mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Voilà, nous nous retrouvons comme toujours, comme d'habitude, parce qu'il est jeudi. Voilà, il est temps de suivre les questions d'actualité de façon bien assainie, de façon pertinente, de façon objective et sans parti pris. C'est à travers la rubrique Ecopole. Voilà, une fois de plus, on est ensemble, parce que nous vous aimons, parce que vous nous aimez. Vos desiderata, vos points de vue, nous les avions capitalisés. Et voilà, aujourd'hui, nous allons essayer, à travers vos questions, les formuler autrement, les analyser avec votre invité. Nous pensons que nous allons rencontrer une fois de plus vos attentes. Ce soir, nous recevons pour vous Daniel Monanteba, premier secrétaire national du Parti socialiste. Et voilà, c'est avec lui que nous allons échanger ce soir. Bonsoir Daniel Monanteba. Bonsoir monsieur. Voilà, très longtemps, on va revenir sur son cas. Qu'est-ce que nous allons échanger ce soir? Nous parlerons de l'affaire du dépôt des requêtes à la Cour constitutionnelle en contestation de la décision de la Commission électorale nationale indépendante sur la publication provisoire des candidats, mais ici spécifiquement sur les candidats présidents de la République. Le cas Jean-Pierre Bemba sera évoqué, le cas Adolphe Mouzito sera évoqué, le cas Ifoko sera évoqué, mais la problématique de la nationalité également sera évoquée, parce que lorsqu'il s'agissait de Moïse Katumbi, nous avions vu, il y a eu des dossiers judiciaires en urgence initiés par le procureur général de la République, mais cette fois-ci, nous voyons comme si il traîne un peu les pas, alors que le cas du ministre de Travail est patent, le cas de plusieurs députés à double nationalité sont aussi là, mais aucun dossier en urgence jusqu'ici initié par le procureur général de la République. Et pourquoi cette politique des deux poids, deux mesures? Processus électoral toujours, nous parlerons cette fois-ci et nous allons nous interroger d'ailleurs sur l'assurance en rapport avec l'atterrissage. Est-ce que nous aurons un atterrissage forcé ou nous aurons un atterrissage accepté par tout le monde? Et voilà la crainte, étant donné que la question de la décrispation politique, telle qu'a voulu l'accord de la Saint-Sylvestre, jusqu'à aujourd'hui, aucune solution. Défi opérationnel. La Commission électorale nationale indépendante s'est dit prête, et alors que vous avez suivi le Conseil de sécurité, s'est inquiété. Il y a beaucoup de paramètres jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas encore trouvé solution définitive. Question de la machine à voter, aucun consensus aujourd'hui entre l'opposition et la majorité. Voilà, c'est autour de ça que nous allons échanger. En tout cas, c'est passionnant. Voilà. Vous aviez posé autant de questions, vous aviez voulu que nous puissions répondre à vos questions, et vous allez suivre, à travers nos points de vue, les réponses à toutes vos questions. Parce que nous recevons Daniel Monanteba, premier secrétaire national du Parti socialiste. Une fois de plus, bonsoir Daniel Monanteba. Bonsoir, monsieur. Voilà, je dois dire qu'il est de Maniema. Oui. J'insinue quelque chose en disant ainsi, Daniel Monanteba. Parce qu'aujourd'hui, que je suis de Maniema. Vous êtes de Maniema, votre province aussi a un candidat. Je ne sais pas si vous allez soutenir ce candidat. Daniel Monanteba va faire comment? Mais au moins, vous êtes nationaliste. Alors, le cas Chader aussi, il est de Maniema. Hein. Oui. Les gens croient que Daniel Monanteba va se rallier à Emmanuel Chadari. Bah, écoutez, déjà, il y a un principe de chez nous, au Maniema, qui dit « Kwetu akuto keboi ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de domestique qui viennent du Maniema. Qui dit domestique dit suiviste, suiveur, flatteur et consort. Donc, du fait que Kwetu akuto keboi, comment est-ce que je peux soutenir Chadari juste parce qu'il est du Maniema? Non. C'est une problématique très importante et il faut qu'on la relève ici, elle vaut la peine d'être relevée. Daniel Monanteba, fils de Monanteba Tumoningo Bonaventure, un des plus grands notables du Maniema, qui a eu à faire ce qu'il a fait, un nom connu à travers toute la province, du nord au sud, de l'ouest à l'est, du Maniema, ou de l'ancien Kivu. Emmanuel Ramazani Chadari, fils de Kabambare, Kambelembele, du Maniema. C'est vrai. Mais lorsqu'on me dit que c'est votre frère, comme vous venez de dire, les gens s'attendent à ce que je soutienne Ramazani Chadari parce que c'est mon frère du Maniema. Ça me met un peu mal à l'aise. Comment ça? Dans la mesure où moi, je ne suis pas dans cette considération tribalo-clanique. Je préfère m'en référer à la parole de Dieu, la Bible elle-même, qui, vous savez, le jour où on a suivi Jésus pour lui dire « Maître, maître, ta mère et tes frères et sœurs te cherchent. Qu'a répondu Jésus? Eh bien, je vais le répondre, mais en politique. Ramazani, je n'ai rien contre lui. C'est quelqu'un que je respecte, de par le fait déjà aujourd'hui, il est candidat président de la République, même s'il ne s'est pas lui-même choisi en tant que tel, il a été désigné sans même qu'il se rende compte de ce qui lui arrivait. Mais je dirais, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? Quiconque œuvre dans l'intérêt
de la RDC. Ça, c'est Jésus qui dit. Jésus parlait de ses frères et sœurs, mais moi je parle de la RDC. Quiconque œuvre dans l'intérêt de la RDC, quiconque travaille afin que la RDC se développe, quiconque fait de son mieux pour qu'il puisse y avoir réellement un état de droit, quiconque se bat pour que la RDC ait réellement pour socle la justice, celui-là sera mon frère, celui-là sera ma soeur. Et en ce moment-là, dès qu'on parle politique et qu'on parle de candidat président de la République, j'irai pas vers celui dont avec la même origine, c'est-à-dire la province d'origine, mais j'irai vers celui qui sera le plus à même d'incarner un réel changement. Or, Ramazan Echadari, de par la famille politique à laquelle il appartient, ne peut pas aujourd'hui apparaître comme étant quelqu'un qui va vraiment incarner le changement. Ça sera juste le changement dans la continuité. La continuité. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, vous me rappelez, après l'élection de 2006, 2011, le concept nationalisme. Le PALU, le PPRD des nationalistes. Mais aujourd'hui, je n'entends plus ce concept. Parce qu'il y a un fourre-tout. Aujourd'hui, on a pris les libéraux, tout le monde. Mais maintenant, où est parti le nationalisme? C'est une question. On comprend qu'à un certain moment, c'est les postures qui dominent le comportement ou l'agir de l'homme politique. Daniel Monanteba, la question fondamentale, au-delà de la répartition telle que je l'ai faite ici, c'est le processus électoral. Ouais. Les craintes sont là, Daniel Monanteba. Les Congolais émettent des craintes. Le niveau international émet des craintes. Vous avez suivi le Conseil de sécurité. L'atterrissage, on ne sait pas comment ça va se passer. Comment vous voyez le processus électoral aujourd'hui? Est-ce qu'il est à même de nous amener la paix? Ou va diviser les Congolais? S'il va diviser les Congolais, qu'est-ce que nous devons faire pour éviter cette division? Allons-nous continuer à accepter, nous diviser? Ou il y aurait un moment où cette notion de la conscience nationale va nous habiter et dire, enfin, nous devons prendre une décision pour qu'on trouve une solution à la question essentielle de notre pays, qui est d'avoir de belles élections, penser au développement et à l'assise de la démocratie au pays. Eh bien, déjà, lorsque vous posez la question de savoir si le processus électoral ne risque pas de diviser les Congolais, je vous dis non. Il ne risque pas de les diviser. Il les a déjà divisés. Nous sommes déjà divisés. Aujourd'hui, ce processus porte en lui tous les germes de la violence, tous les germes de la contestation, tous les germes d'un soulèvement populaire à venir. Comment allons-nous atterrir? C'est ça la vraie question. D'une part, vous avez la majorité qui veut aujourd'hui à tout prix aller aux élections, pas aux élections, mais à ces élections-là, avec cette machine à voter-là, et ce fichier-là, et ce bureau de la CENI-là, qui est son bras séculier. Ils veulent y aller parce qu'ils savent que dans ces conditions, c'est le seul moyen pour eux de placer leur poulet, pour ne pas dire dauphin, Ramazan Echadari. C'est le seul moyen qu'il a de gagner des élections. Avec cette machine à voter, ce fichier électoral et ce bureau de la CENI totalement inféodé au pouvoir. D'autre part, vous avez des opposants. Certains, comme Daniel Monanteba, qui se rendent compte que non, il y a vraiment un problème. Et il serait temps qu'on y réfléchisse. On a demandé à ce qu'on y réfléchisse, ça fait des mois et des mois, si pas des années. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les jours à venir risquent d'être vraiment très chaotiques. Vous avez d'autres opposants qui embrassent le schéma de la majorité parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont le vent en poupe actuellement, la population les plébiscite et ils veulent à tout prix aller en se disant qu'il faut profiter du moment présent. En oubliant que quand on est opposant, on ne peut pas se fier aux voix de nos partisans, il faut se fier à la capacité qu'aura ce pouvoir de vous laisser grappiller quelques miettes. Et je ne vous mens pas, M. Pascal, aujourd'hui, il ne s'agit pas tout simplement du report des élections. La machine à voter doit être retirée. Ça, c'est un préalable, mais pourquoi vous avez glissé le concept de report? Vous imaginez qu'à un certain moment, on ne sera pas voir les élections le 23 décembre? Vous imaginez que le gouvernement ne finance pas correctement la CENI? Vous imaginez que la machine à voter sera mise de côté et alors nous allons revenir à la question des bulletins, alors ça va encore vous prendre du temps? Comment vous êtes parvenu à dire la question du report? Le report, ce concept-là sort d'où? Non, mais je vous dis, il ne s'agit pas seulement de parler du report. Mais aujourd'hui, la revisitation du fichier électoral prend du temps. Le retrait de la machine à voter nous ramènera au vote papier. Le vote papier qui demandera l'impression, le conditionnement, l'acheminement et le déploiement.
la restructuration de la CENI avec le Kalambala qui ne veut pas partir et que le pouvoir ne veut pas laisser partir alors qu'il appartient à un parti politique dont il a été exclu d'ailleurs, l'UDPS. Mais on ne veut pas remplacer Kalamba. Pourquoi garde-t-on Kalamba? Parce qu'on sait le calcul qu'on a fait. Quand je parle de report, je vous dis, si les conditions ne sont pas réunies, la seule chose qui pourrait aujourd'hui, selon mon entendement, entraîner un report, c'est le non-financement des élections. Les conditions ne seront pas réunies de la part de ceux qui ne sont pas dans les institutions ou de la part de ceux qui sont dans les institutions qui s'assurent de la façon dont les choses se font aujourd'hui, avec espoir qu'ils seront élus. Parce que dans cette, dans cette ambiance, la CENI ne pose même pas problème de financement. Même si le gouvernement ne finance pas, pour la CENI, ça va pourvu que. Mais alors, vous pensez qu'ils vont dévoiler un jour, dire qu'ils n'ont pas l'argent et pour qu'on arrive le 23 décembre sans élection? De toute façon, vous savez, il nous a fallu presque 7 ans pour entendre le chef de l'État dire qu'il ne se présentera pas. Il lui a fallu 7 ans pour finalement faire ses adieux. Donc, si on veut demander à la CENI ou à ce gouvernement de déclarer qu'il n'a pas d'argent, ça risque de nous prendre encore 2, 3, 4 ans. Ce n'est pas ça le problème. Qu'ils le déclarent ou pas, c'est leur problème. Nous savons, et là je reviens à ce que vous posez comme question, ceux qui sont l'erreur du processus ou ceux qui sont en charge du processus. Mais nous, de l'opposition, comme Daniel Monateba, je suis en dehors de ce processus. Mais comment voulez-vous me demander à moi des comptes sur le financement ou quoi que ce soit? Non, les comptes sont demandés à ceux qui sont aux manettes. Et en particulier, le gouvernement. Je voudrais que la population me suive vraiment avec beaucoup d'attention, parce qu'il y a beaucoup de spéculations. Mais je viens d'avoir une réflexion qui vient de me traverser la tête, et je pense qu'il faudrait que nous la partagions. Lorsque je dis que le seul élément susceptible de nous renvoyer vers un report des élections, ce serait le non-financement par le gouvernement de la CENI. Mais pour tout ce qui est machine à voter, c'est vrai, le retrait de la machine à voter entraîne automatiquement le retour au vote papier. Mais le retour au vote papier ne sous-entend pas un report des élections. La loi électorale, je crois que c'est dans son article 17, si je me trompe, qui parle de... aidez-moi un petit peu. Article 17. La présentation de la candidature consiste en la remise en 3 exemplaires. Non. C'est les conditions. L'article qui parle de l'impression des... Mais on en a parlé tout à l'heure. Non, mais là c'est le calendrier. Le calendrier, plutôt, la date, oui, sa date, le calendrier électoral. C'est du... En principe, il faut prendre du 20 septembre, n'est-ce pas? Jusqu'au 5 décembre. Au 5 décembre. Voilà, c'est de ça que je voulais parler. C'est la période c'est-à-dire de la fabrication, de l'impression, voilà, du je voudrais déploiement. que la population comprenne. Vers le bas, là où on a coloré. Je voudrais que la population comprenne. Le calendrier électoral parle à partir du 20 septembre. Préparatif technique de l'impression des bulletins de vote, des bulletins, des procès-verbaux et des fiches des résultats. Nettoyage et consolidation de la base des données des candidats. La base des données des candidats, c'est le fichier électoral. À partir du 7 octobre, impression, conditionnement et livraison aux 15 hubs des bulletins de vote, des procès-verbaux et des fiches des résultats. Du 16 novembre au 5 décembre, déploiement des bulletins de vote, procès-verbaux et fiches des résultats vers les sites de formation. Du 16 novembre, là on a dépassé. Du 8 novembre au 22 décembre, accréditation des témoins. Voilà. Du 8 novembre au 10 décembre, accréditation des observateurs et des journalistes. Cela veut dire que le calendrier lui-même prévoit le commencement de l'impression des bulletins, de ceci, à partir du 20 septembre. Donc, l'opposition doit comprendre également, parce qu'il ne s'agit pas seulement de... Donc, 20 septembre, il faut dire, juste après la publication de la liste définitive des candidats, présidents, députation nationale comme provinciale. Voilà, excusez-moi. Et le 19 septembre, nous avons la publication des listes définitives. Le 20 commence maintenant le processus d'impression, de commande, de ceci, cela. Donc ça veut dire que si on se bat, comme le Parti socialiste va le faire, parce que je vous annonce déjà que nous allons saisir les cours des tribunaux, au niveau local et international, le Parti socialiste va le faire. Dès la semaine prochaine, nous allons saisir les cours des tribunaux au niveau local et international, afin que le calendrier
électorale soit appliquée de manière Ce stricte. sera une façon d'accuser la CENI qu'elle a violé l'application de les sa propre dispositions du calendrier électoral, c'est ça? Ce calendrier a été publié par la CENI elle-même. Il a une force de la loi à notre terme. Et maintenant que la CENI la viole, n'est-ce pas? Parce que le calendrier n'a pas prévu la machine à voter. Donc vous estimez que vous allez saisir la justice pour que la CENI s'explique pourquoi elle viole le calendrier électoral, parler de la machine à voter à la place des bulletins. Absolument. La CENI viole et la loi électorale et le calendrier électoral. Et c'est une habitude pour la CENI de violer. Elle viole tous les jours. C'est la seule personne qu'on n'arrête pas pour cause de viol. Et pourquoi se permet-elle de violer ce calendrier? J'ai l'habitude de le dire. La CENI a l'avantage de pouvoir violer le calendrier électoral sans qu'il ne crie. Eh bien, Daniel Monaté et le Parti socialiste, nous allons crier à sa place. Normalement, qu'on cesse d'embrouiller la population, nous avons jusqu'au 20 septembre. C'est-à-dire que nous avons encore une vingtaine de jours pour que la CENI se rétracte. Et c'est pendant cette période, que l'opposition doit exercer la pression maximum. Tout le monde est d'accord. Mais pourquoi l'opposition, la voie que vous venez de prendre aujourd'hui, elle semblait très bonne. Pourquoi l'opposition ne comprenait pas qu'il fallait aller aussi en justice, chercher la lecture, la compréhension de la CENI sur l'application de la machine à voter, alors que son calendrier parle de bulletins? Mais ça aurait été une bonne voie pour l'opposition. L'opposition, je ne sais pas, quand on parle de l'opposition, il faut se poser la question. Les différents partis politiques qui ne font pas partie du pouvoir. pouvoir. Est-ce que les différents partis politiques de l'opposition sont-ils dans l'opposition? Dans l'opposition que vous dites là, il y a des opposants qui s'opposent aux opposants. Ils sont aussi opposants, mais opposants aux opposants, pas au régime. Opposants qui s'opposent aux opposants. Ils sont opposants. Ça, c'est très bien. Nous allons remettre les pendules à l'heure et j'en appelle de manière solennelle à tous ceux qui se disent opposants, qui considèrent être opposants du régime et du pouvoir en place, et non pas opposants des opposants. Il serait temps qu'on se réunisse, qu'on réfléchisse sur ce genre de choses, afin qu'on puisse annuler la machine à voter sans pour autant sombrer dans un report des élections. Une fois qu'on respecterait le calendrier électoral par la CENI et par nous-mêmes, cette même CENI qui a elle-même publié ce calendrier, vous allez vous rendre compte qu'à partir de là, même l'étape du nettoyage du fichier électoral est prévue dans le calendrier. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il n'y a aucun besoin de procéder à un report des élections. Très aucun. bien. Alors, je vais vous lire deux dispositions de Daniel Monanteba où il y a une contradiction flagrante à la loi électorale. En tout cas, sur la campagne électorale, suivez attentivement parce que vous êtes habitués comme ça. Je lis la disposition ou l'article 28. La loi électorale. La campagne électorale est ouverte 30 jours au maximum avant la date du scrutin et s'achève 24 heures avant cette date. Ça veut dire un mois, n'est-ce pas, avant la date du scrutin, la campagne doit être ouverte. On a donné la date ici au calendrier. Mais quand vous prenez l'article 110, sans préjudice des dispositions de l'article 28, on fait allusion à l'article en question, de la présente loi, la campagne électorale est ouverte 24 heures après la publication de la liste définitive des candidats et prend fin 24 heures avant l'ouverture du scrutin. Ça veut dire aussitôt qu'on aura publié les listes définitives, et d'office la campagne commence 24 heures après. Voilà, c'est une contradiction parce que les listes définitives seront publiées, comme nous avions dit, le 19 septembre. Ça veut dire que le 20, 21, selon l'esprit de l'article 110, la campagne commencerait. Or, le calendrier et l'article 28 prévoient au moins un mois avant la date du scrutin. C'est un problème juste pour signaler l'opinion, comprendre comment parfois nos textes sont mal élaborés parce qu'on les fait à la hâte pour justifier certaines raisons. Les défis opérationnels, Daniel Monanteba. Vous aviez parlé de machines à voter, c'est vrai. Il y a question des avions, des questions logistiques, en fait. Et le Conseil de sécurité a demandé à la République démocratique du Congo qu'elle soit appuyée par certains pays et aussi par la MONUSCO. Mais la République démocratique du Congo s'oppose au nom de la souveraineté. On n'en a pas besoin. Mais simplement, lorsqu'on aura besoin, si même on leur tendait la main, que cela se fasse sans conditionnalité. Voilà, au nom de la souveraineté, nous sommes à son niveau. Donc, on est suffisant d'organiser les élections de notre façon, pourvu qu'on les organise. Oui, mais bon,
C'est très complexe comme question. C'est vrai que la République démocratique du Congo a le droit, en tant que pays membre de l'Organisation des Nations Unies, de réclamer sa souveraineté. La Charte des Nations Unies, dans son préambule et même dans ses premiers articles, s'appuie même sur ce principe de la non-émission dans les affaires d'un État souverain. C'est vrai. Mais la RDC ne fait valoir ce principe-là que lorsque c'est dans son propre intérêt. Quand on a besoin d'aide, il faut qu'on lui donne de l'aide, mais on est souverain. Mais il faut rester souverain en toutes choses. Ebola a commencé ici. Où était la souveraineté de la RDC? On en appelle toujours à la communauté internationale. Il y a des meurtres au Kasaï. Il y a des catastrophes comme à Bukavu. Qu'a fait l'État? Vous êtes souverain, oui, mais la vraie souveraineté d'un régime et d'un pays consiste en sa capacité de pouvoir s'occuper souverainement de sa population. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ce régime ici et ce pouvoir ici s'occupe souverainement de la population? Vous laissez mourir les gens de faim parce que vous êtes souverain. Il n'y a pas de travail, personne ne doit revendiquer parce que vous êtes souverain. On tue des gens comme des poulets par les koulounes à l'insécurité, on ne doit pas parler parce que vous êtes souverain. Mais si la souveraineté de ce régime et de ce pays doit juste se faire sentir dans le mal, mais moi je suis désolé, je leur apposerai dans ce cas-là le principe du droit international aussi, qui parle du droit d'ingérence humanitaire. Aujourd'hui, la RDC traverse une catastrophe humanitaire. Et à ce titre-là, la communauté internationale a non seulement le droit, mais le devoir de venir en aide aux populations vulnérables. Et à ce moment-là, que va dire je ne dirais même pas la RDC, parce qu'il y a un régime en place qui parle au nom de la RDC, mais qui n'incarne pas à lui-même cette RDC. Ce pays n'appartient pas à Kabila et à ses gens. Ce pays n'appartient pas à la majorité. Vous dites souverain, souverain. Est-ce que vous avez pensé déjà à savoir ce que pense ce peuple, lequel peuple on appelle déjà souverain? Que pense le peuple? Que demande le peuple? Votre souveraineté, c'est juste pour nuire aux gens, faire souffrir les gens? Et là, on est souverain? Non. La vraie souveraineté, occupez-vous des problèmes de la RDC de manière souveraine. On parle des contraintes. Vous parlez aujourd'hui des défis logistiques et autres. Mais non, moi, je vous dis, et ce régime-là, parce que le bois, ça suffit. Il faut qu'on se dise des choses comme elles sont. Vous allez organiser ces élections le 23 décembre, sans machine à voter, après avoir refait le fichier électoral, et vous allez organiser ces élections de manière transparente. Si vous ne le faites pas le 23 décembre, vous partez. Vous allez partir. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, à rester à la merci de gens qui ne pensent qu'à eux. Vous allez organiser ces élections le 23 décembre, messieurs. Nanga, tu vas organiser les élections le 23 décembre dans les bonnes conditions, sinon vous partez. Ils vont partir comment? De quelle façon? De quelle manière? Pascal, la force d'un homme, c'est d'être conscient de ses forces et de ses faiblesses. Moi, je suis totalement, excusez-moi, je suis totalement conscient de mes forces et de mes faiblesses. Il est vrai que si on reste dans la logique de s'asseoir sur un fauteuil et de dire, le 23 sur l'élection, ça Barokenda. On a vu ça en décembre 2016, décembre 2017, nous arrivons encore à décembre 2018. On dit toujours jamais 203. Donc, logiquement, si on suit cet adage-là, on risque d'arriver en décembre 2018 sans élection et on continue. Mais au nom de quoi? Non, mais la question, c'est d'où proviendra maintenant votre force? Je veux vous dire, l'union fait la force. La force de Daniel Monanteba, c'est avec les autres. Avec les autres, et là, c'est la population. Ça, c'est ce que vous comprenez. Je veux vous décevoir un peu. Avec cette même population, nous avons, nous, journalistes, d'autres journalistes, ministres aujourd'hui, qui, visiblement, en d'autres termes, ont trahi la population. Mais lorsqu'ils sont sur terrain, avec cette population appauvrie, mais cette population étale et dépagne pour que ce journaliste, ministre aujourd'hui, marche. Est-ce que vous pensez que cette population sera en mesure d'intérioriser ce qui est plus important pour son avenir, pour que l'agir, le comportement soit plus conséquent, appuyer Daniel Monanteba pour qu'on atteigne l'objectif, de façon qu'on ait un changement qui aura des répercussions sur le comportement, sur sa vie? Est-ce que vous voyez cette population comprendre de cette façon? Oui, oui, totalement. Ne vous fiez pas à ces histoires-là. Attendez-les, ma puta. Vous faites le malin, là, croyant que le peuple vous aime. Moi, j'étais surpris. Il fallait voir une foule. On étale et dépagne. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Vous savez, lorsque Mobutu quitte Nice, Cap-Martin, pour revenir aux Zaïre de l'époque, certains, ils sont encore aux Zaïre.
Mobutu vient, il y avait une foule. Mais une foule incroyable sur le boulevard du 31 jusqu'au camp Tchatchi là-bas. Oumera, c'est Milele na Milele. On a chanté ici. Quelques semaines après, le même Mobutu, on lui lançait des pierres sur son cortège là. Quand il fuyait pour aller à Gbadolite et puis non, pour aller mourir. Quand il partait pour aller mourir. Pour l'exil. Et mourir. Et mourir. Il restait pour même toujours. Foule là qui applaudissait. Aujourd'hui, j'ai compris que la population congolaise, le peuple congolais est à danger. Ils ont développé comment on appelle ça? Une technique de soutirage. Le peuple est conscient, il connaît chacun de nous. Ah, Daniel, vous n'allez pas dire ça. Hein, je vous dis, le peuple a développé une technique. Il a compris. Est-ce que vous voyez ce peuple ou cette population, lors des élections par exemple, dire Daniel Monanteba m'a fait souffrir parce qu'il était ministre et depuis tous ces temps, il ne travaille pas pour moi, il se présente, je ne peux pas lui donner la voix. Oui. Est-ce que vous voyez cette population comprendre des jeux comme ça? C'est que vous ne circulez pas. Votre sanction est allée. Moi, je vous dis même, cette population, beaucoup d'anciens députés ici ne pourront même pas battre campagne dans leur ancien fief. Moi, je vous dis, on parle à la population. Quand vous voyez le peuple applaudir pour des gens qui viennent là, après avoir volé l'État, vous venez pour donner des miettes. Ils prennent parce qu'ils vous disent bon à l'État. Et ils savent que sans ça, vous n'allez rien faire pour eux, vous n'allez rien lui donner. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée un système pour vous soutirer de l'argent. Et le système, c'est quoi? Ils savent que l'homme politique congolais, mégalomane de nature, ne vit que pour être censé être vanté. Et il sort l'argent. Politicien congolais pour Bendembongo, comme on dit en lingala. Koumisaye, Tozala Mwasi. Les politiciens congolais, c'est ce qu'on dit. Un politicien congolais, mais vous serez conditionné, mais pourquoi ne pas seulement prendre distance? Allez, son monsieur nous a fait souffrir, on ne s'approche pas de lui, on ne prend rien de ce qu'il va nous proposer. Mais vous prenez distance. Non, pourquoi ne pas faire ça? Non, mais vous avez parlé vous-même d'un aspect fondamental ici. Vous avez dit quoi? Le peuple réduit à sa plus simple expression. Paupérisé, affamé. On l'a mis, le pouvoir ici a fait de la faim et de la pauvreté une arme dans son combat politique. On vous affame, on vous fait souffrir comme ça chaque matin. Vous n'avez même pas le temps de réunir, d'aller à une marche ou quoi, parce que vous devez d'abord vous battre pour que vos enfants puissent trouver un morceau de pain. C'est une arme politique la faim aujourd'hui. Et le peuple l'a compris et il se dit bon, on a vous savez, je suis en train de voir la réhabilitation de l'avenue Bokassa. Je me dis, mais on a attendu le temps de la campagne pour... Non, c'est pas possible. Mais depuis tous ces temps, où est-ce que vous étiez? L'avenue Université, les travaux ont recommencé aujourd'hui. Mais depuis tous ces temps, parce qu'ils attendent le temps de la campagne pour chercher un discours. En tout cas, c'est déplorable. De cette façon que nous allons travailler, et je crois que nous allons dépasser 2030 sans émergence, tel qu'avait promis Matata Pogno. 2030, hein, c'est l'émergence du pays. Émergence du pays. La promesse. Mais je suis convaincu qu'avec, surtout si on regarde ces gens ici au pouvoir, en 2030, on va atteindre l'émergence. Mais ça sera l'émergence de la pauvreté, l'émergence de la corruption, l'émergence de la concussion. Ça sera vraiment l'émergence de l'insécurité à l'état pur et sur toute l'étendue du territoire. Ça sera vraiment l'émergence des détournements. On va continuer dans une émergence totalement négative. Et si nous voulons voir une émergence telle que prônée dans d'autres pays, c'est-à-dire une émergence axée sur le développement, peuple congolais, ces gens-là, il ne faut pas voter pour eux. Il a promis, il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Ngaba n'a pas de route. Il a promis, il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Makala n'a pas de route. Il a promis, il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Maluku n'a pas de route. Il a promis, il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Nsele n'a pas de route. Il a promis, il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Massina n'a pas de route. Il a promis, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, voilà. À travers la ville de Kinshasa, vous allez comprendre dans quel état nous sommes. Alors, plus grave, vous parlez des routes. Je n'ai pas d'eau potable. Je n'ai plus qu'un secteur. Makala n'a pas d'eau potable. Il n'y a de l'électricité nulle part. Moi, je me demande, est-ce qu'il avait vraiment promis? Ou bien on lui a fait promettre des choses dont lui-même n'était même pas au courant, de la même manière qu'on est allé déposer la candidature de Guizenga, sans même que lui-même sache qu'il est candidat. Il a promis, il a fait. Ah, il a fait. La fin du dépôt des requêtes à la Cour constitutionnelle et en contestation Daniel Monanteba de la décision de la Commission électorale nationale indépendante sur la publication provisoire des candidats, secteur bien entendu, présidentiel. Voilà, Jean-Pierre Bemba a été recalé, Adolphe Mouzito a été recalé, et beaucoup d'autres, au total 6. Nombreux ont déposé
requête à la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qu'on peut attendre de la Cour constitutionnelle composée visiblement des personnages provenant du PPRD, dont le secrétaire permanent, leur autorité du PPRD, est aussi candidat président. Qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant de cette Cour? Eh bien, déjà, il faut savoir qu'il y a un principe en droit qui ne change pas d'année en année, de siècle en siècle. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Nous devons savoir que lorsque les gens vont déposer des recours, et pour la présidentielle, et pour les législatives, parce qu'il y a aussi beaucoup de députés, ministres et tout ça, qui ont été recalés de fait de leur double nationalité, ou pas double nationalité, parce que ce principe n'existe pas en droit congolais, du fait d'une nationalité étrangère. Et lorsque vous allez déposer ce recours à la Cour constitutionnelle, et que la loi telle qu'on la lit nous dit que la Cour constitutionnelle est le dernier recours, c'est-à-dire qu'en acceptant d'aller déposer vos recours, vous acceptez de manière tacite de reconnaître le résultat qui viendra de la Cour constitutionnelle. Mais il ferait quoi? Il n'y avait pas autre démarche à faire que d'aller. Quelle est l'autre démarche? Mais vous avez parlé tout à l'heure de la population ici. Donc il fallait. Tu disais que non, la population peut aussi dire bon voilà, toi tu as tes affaires là, tu as volé l'État, moi je ne m'approche pas de toi, je reste dans mon coin. Vous avez dit ça de la population, non? Pourquoi toujours la population? Ces politiciens-là, voyant le processus tel qu'il se préparait, ils n'auraient pas pu dire on ne participe pas à ce processus. Nous l'avons prôné, nous du Parti Socialiste. Un boycott de ces élections. Nous nous sommes retrouvés seuls. Et nous avons fini par accepter de participer à ce processus, malgré nous. Parce qu'on ne peut pas se permettre de rester en dehors du processus. Mais lorsqu'on parle de solidarité, je le disais, l'opposition doit être solidaire à chaque étape. Si l'opposition avait été solidaire en rejetant le processus de la manière dont il se boutiquait, on n'aurait pas abouti à ces invalidations. Pour lesquelles il faut la Cour constitutionnelle. Mais la décision de la Cour constitutionnelle, si elle ne reflétait pas la vérité telle qu'entendue par la population, elle aura encore quelle crédibilité? Parce que vous aviez dit, c'est la dernière instance judiciaire de notre pays. Oui, mais est-ce que la Cour constitutionnelle a besoin d'être crédible? Non, la Cour constitutionnelle a besoin de faire le travail qu'on a demandé de faire. De servir. Le problème, c'est pas servir, bien sûr, c'est pas la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, tous ceux qui ont déposé des recours, posez-vous la question. Parce que je sais, moi, que les décisions n'iront pas dans le sens de ce qu'attend la population, ni ces gens qui ont été faire des recours. Parce qu'il y a un calcul. Il faut reconnaître aussi que parmi les personnes recalées, il y a des personnes qui ont été recalées pour des raisons vraiment fondamentales et vraiment valables. Je ne parle pas du cas de Jean-Pierre Bemba, parce que lui, au moins, je pourrais mettre ma main au feu. Je ne suis pas juriste, mais je comprends les choses. La loi parle de quelqu'un qui aurait une condamnation effective et définitive. Ce n'est pas le cas de Jean-Pierre Bemba. Automatiquement, tout ce qu'on a dit sur lui tombe. Lui, on peut le récupérer, mais est-ce qu'on va le récupérer? Est-ce que récupérer Bemba, ça va arranger le pouvoir? Mais au-delà de Bemba, parmi ceux qui se sont frottés les mains parce qu'ils ont été confirmés, est-ce qu'ils sont sûrs qu'au niveau du tamis Cour constitutionnel, on va encore intégrer leurs noms pour être... On ne sait pas. Mais en ce moment-là, que se passera-t-il? Moi, j'ai mal. Et j'ai pitié de la classe politique. Et j'ai surtout pitié du peuple congolais qui ne méritait pas cette classe politique. Mais pour finir, je me dis, bon, chaque peuple mérite les dirigeants. Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Comme vous êtes incapable de changer vos dirigeants, vous les méritez, taisez-vous en silence, voyant les résultats de la Cour constitutionnelle. Loka Bemba, la CENI déclare irrecevable la candidature de Jean-Pierre Bemba et de Fidel Babala parce qu'ils ont été condamnés à la première instance pour subornation des témoins. Mais curieusement, l'avocat qui fait partie également de la question, ici c'est Aimé Kilolo, il est passé même avant-hier sur Radio Okapi pour dire on confond, je ne suis pas candidat. Oui, vous n'êtes pas candidat directement, c'est le nom de votre père, mais lui-même, il est suppléant. Premier suppléant. Le numéro c'est 155 du député, du candidat à la députation provinciale Yumba. Et là, nous sommes dans la province, dans la ville de Lubumbashi. Ben, il manque comme ça. Ça peut donner quelle est la leçon finalement? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? La même majorité, la même CENI protège les uns sur le même dossier et expose et rejette les autres pour le même dossier. Comment comprendre? Ben, il faut comprendre. Parce qu'il faut dire ici qu'Ilolo est président d'un parti politique de la majorité présidentielle. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Vous avez dit il ment comme ça. Mais alors, qu'est-ce qui vous surprend? Quelqu'un qui ment comme ça. Il est candidat. C'est un cas
dont la CENI devra se saisir. Je pense que le procureur général de la République n'a pas besoin automatiquement d'une plainte. Nos déclarations l'obligent automatiquement à ouvrir une instruction dans ce genre-là. Ce sont des gens qui vont être invalidés sûrement à la Cour constitutionnelle. Mais si ce n'est pas le cas, pourquoi vous allez vous étonner? Nous savons pour qui elle roule, cette Cour constitutionnelle. Voyons voir les résultats de la Cour constitutionnelle. M. Kilolo devra être invalidé au même titre que les autres. Mais si on parle de Bemba et Tchibala qui ont été invalidés et Kilolo qui ne l'a pas été, c'est bien. Mais M. Pascal, restons quand même dans la logique, dans notre propre logique. Oui. Que disons-nous? Que l'invalidation de Bemba et de Tchibala n'est pas... Quel Tchibala? Non, Bemba et Babala. Oh là là, excusez-moi, le vieux Bruno, il me phagocyte l'esprit. Je parlais de Babala. L'invalidation de Bemba et de Babala, nous disons tous qu'elle est injuste. Parce qu'elle n'est pas justifiée. Voilà. Mais dans ce cas-là, dès lors que nous disons que l'invalidation de Bemba et Babala est injuste, il ne faut pas s'étonner de la validation de Kilolo. Alors lorsqu'on valide... On s'étonne de la validation de Kilolo dans la mesure où il y a 2 poids, 2 mesures. Donc, je dis ceci. On ne doit pas aujourd'hui demander l'invalidation de Kilolo. Non. Il faut plutôt demander la validation de Bemba et de Babala afin qu'ils rejoignent le cas Kilolo pour avoir une comprendre justice que la équilibrée. justice a été faite. Donc, à ce titre-là, attendons ce que dira la Cour constitutionnelle. De toute façon, elle n'a pas le choix. Pour être fidèle à elle-même, pas Babala, fidèle à elle-même, elle a soit le devoir de valider Bemba et Babala et de conserver la validation de Kilolo, ou bien de confirmer la validation de Bemba et de Babala, et dans ce cas-là, Maître Aimé, bye. Merci, là c'est Daniel Monanteba, mais il y a le cas Sami Badibanga, ça me fait rire. Ce cas me fait rire parce que je vois Sami Badibanga, premier ministre du pays, je vois Sami Badibanga faire pleurer Etienne Tshisekedi encore en vie, Sami Badibanga tourner le dos à l'UDPS parce qu'il fallait servir le pouvoir, mais le même pouvoir aujourd'hui lui règle des comptes. Étranger, Sami Badibanga, on lui retire la garde. Alors, autre solution, peut-être il faut envisager son départ pour un autre pays parce qu'on ne les considère plus comme Congolais. Leur pouvoir qu'il a servi hier, ça peut vous servir quelle leçon Daniel Monanteba. Pas seulement lui, il y a aussi le cas Daniel Ngoyi Mulunda. Lui aussi a servi. Son comportement, Daniel Monanteba, vous pouvez en tout cas donner quel type de leçons aux autres qui ne sont que des individus, demain ils vont passer. Parce que je suis dans ma philosophie, tout coule, tout passe, rien ne demeure. Mais quelle leçon on va donner aux autres? Monsieur Pascal, quelle leçon? J'ai eu à le dire sur votre plateau. Ce régime ici, avec ce pouvoir ici, et les animateurs de ce pouvoir, en particulier le président de la République, il y a 2 façons de se comporter quand on veut être un politicien. Kabila vous approche, vous avez 2 choix. Soit au liembo onaye, au vanigné, soit au boy ko liembo onaye, au continue na musalo sakwa ba monate bawa. Maboko pembe pembe, parce qu'on dit maboko pembe ezali, mais nga pembe pembe pour attendre négociation pas mana pouvoir on a salade. Vous acceptez de bouffer l'argent avec tous les honneurs, primature, ministère, patati patata. Ngoyi Mulunda ici, il a oublié comment il a énervé les gens en 2011. Toute l'année 2011 a été une année de calvaire mental à cause de Ngoyi Mulunda. Non, c'était compliqué, c'était compliqué. Mais l'arrogance de Ngoyi Mulunda à l'époque, ça me fait penser à l'arrogance de Corneille, hein, Nanga. C'est la même chose. Vous avez vu les images qu'il a postées dans Ngoyi Mulunda? Oui, mais... non, avec un message là, c'est compliqué. Non, c'est compliqué, mais il subit aujourd'hui... Non, ne dis pas son message à haute voix. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, ça, c'est sa vie. Mais il vit aujourd'hui ce que nous et beaucoup d'autres ont vécu pendant de nombreuses années, sans que lui ne se plaigne de notre cas. Il a fait partie de nos bourreaux. Aujourd'hui, un bourreau qui devient victime. Victime de qui? Du même pouvoir qu'il a servi hier. La seule leçon à tirer, vous devez comprendre, quand on mange avec le diable, il faut une longue cuillère. Sami Badibanga, ah là là. l'ancien Premier ministre. Badios. C'est compliqué. Enfin, c'est des choses qui arrivent. Daniel Monanteba, qu'est-ce qu'il faut finalement pour qu'on ait des gens responsables, capables de servir que la nation, lorsqu'une fois, portion de pouvoir entre les mains, conserve les autres? Non. Qu'est-ce qu'il faut? Qui conserve les autres.
Non, On serve les autres. servent les autres. Oui, mais en fait, c'est parce que on a trop tendance à personnifier un pouvoir. On a trop tendance à personnifier un pouvoir. Or, le pouvoir doit être totalement impersonnel. Ce qu'il faudrait pour que le pays se redresse, ce serait de construire beaucoup de prisons, arrêter les gens au besoin même. Musée. Mais là, nous allons revenir à la problématique de la décrispation. Quelle décision? Parce que nombreux Non, seront arrêtés. on parle de cela dans le cadre de la gestion de l'État. La sanction doit être appliquée. La sanction, la punition, la justice. Ce pays doit avoir pour socle la justice. Et vous verrez que tout ira bien. Parce que seule la justice développe une nation. Le trône de Dieu lui-même est assis sur la justice. Tout puissant, omnipotent, omniscient. Mais il vous dit justice. Et vous ici, vous dites non, Kabila Oumela, Kabila Totonona. Ah, là, je me souviens du professeur King Mulumba. Oh là là, Trifon. Non, ce pays, ça surprend hein, vraiment. Il porte le même prénom que le C'est professeur. quelle génération nous avons aujourd'hui? Trifon, King Mulumba. Ici. Il porte le même nom que le faisions professeur de Tournesol hein, de Tintin et Milou. Kabila Oumela, Toton Dion a noté. Alors, mais curieusement aussi, quand on voit de côté de l'opposition aujourd'hui, il n'y a pas une attente, une organisation comme telle. Entre vous, les crocs-à-jambes, je prends le cas Caméré, j'ai suivi les points de vue, des injures contre sa personne. Pourquoi il n'y a pas aussi l'unité visible? C'est vrai, vous aviez dit, il y a des opposants qui s'opposent aux autres et qui se disent opposants. Mais alors, au-delà de tout, on est opposant parce que le concept, c'est l'opposition. Pourquoi il n'y a pas attente? Oui, mais là, c'est un problème très sérieux. J'en ai parlé sur la radio Okapi, excusez-moi de citer l'émission, Dialogue entre Congolais. Et je l'ai dit, sur plusieurs autres chaînes, même sur votre chaîne ici, on a eu à en parler, de ce fameux concept d'unité de l'opposition. J'avais dit, tout le monde fait semblant de la vouloir, mais au fond, personne n'en veut. Vous allez me dire, mais pourquoi tout le monde en parle alors? Mais tout le monde veut en parler parce que tout le monde a compris que c'est ce que veut le peuple. Et que si on sort de cette logique d'unité de l'opposition, le peuple nous vomira. Donc, faisons semblant, unité de l'opposition, mais entre-temps, on roule pour notre propre église. Mais un monsieur comme Caméré, dont je suis un allié, mais mon alliance avec Caméré n'est pas basée sur des sentiments ou sur je ne sais quoi. Je viens de vous parler ici de Chadari, qui est mon frère du Maniema. Mon frère du Maniema, mais que je ne soutiens pas, que je ne soutiendrai pas. Et vous pensez que je vais laisser mon frère avec qui que je peux soutenir avec des sentiments pour soutenir Kabila avec des sentiments? Non. Ce qui me fait rester à côté de ce monsieur jusqu'aujourd'hui, premièrement, c'est sa faculté à réfléchir. Il y a aussi une dimension de la versatilité hein, à sa propre personne. C'est ça, tel que vous la voyez, ou tel qu'on a voulu lui faire voir. Vous savez, camarade monsieur Pascal, il n'y a rien de pire. Si nous avions parlé de Sami Badibanga, il est dans le même lot parce qu'il était avec Sami Badibanga, ils ont eu le pouvoir au même moment. Bien que lui n'ait pas entré, mais il a envoyé l'un de ses pions qui était ministre de budget. Donc, ce comportement qui n'a pas permis qu'on aille ensemble pour atteindre l'objectif et finalement changer aussi de position. Alors, ce comportement caméléon-là, qu'on déplore aussi. Vous savez, comme disait le Christ, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre à Caméré. Vous allez me dire aujourd'hui l'Union africaine. Rappelez-vous en 2015. Mais Christ lui-même pouvait prendre aussi la pierre et jeter à quelqu'un parce que lui n'avait jamais péché. Oui, Christ pouvait le faire. Ah, mais parmi nous, qui peut dire être Christ? D'accord. Moi, je peux dire qu'en politique, je n'ai jamais péché. Jamais bouffé quoi que ce soit. Je peux le dire, je peux être le Christ de la politique. Mais même si j'étais le Christ de la politique, je me rappellerai que la Bible m'a dit, que lui-même Christ a dit, ne jugez point de peur d'être jugé. Caméré a commis des erreurs. Je ne suis pas là pour défendre même ses bêtises. Il a commis des erreurs au même titre que Bemba, au même titre que Félix Tshisekedi, au même titre que Étienne Tshisekedi, au même titre que Badio, ses consorts. Tout le monde, au même titre même que Monateba. Vous allez me dire ça. Je vous rappellerai aussi que après le dialogue de l'Union africaine, parce que je n'ai pas participé à ce dialogue, mais après le dialogue, je suis allé signer par rapport à la déclaration de l'Union africaine. Vous regrettez? Mais je ne regrette absolument rien, dans la mesure où mon problème à moi, c'était d'aller dans une famille politique ou dans un groupe politique qui m'accepterait et qui me donnerait ma vraie valeur et surtout qui me permettrait de participer au dialogue de la CENCO. C'est quand même sur la base du dialogue de l'Union africaine que le dialogue de la CENCO s'est tenu. Et les textes constitutifs du dialogue de la CENCO se sont quand même référés en grande partie aux conclusions du dialogue. Moi, ce que je veux dire par là, c'est quoi, M. Pascal? En 2015, quand tout le monde était convaincu que c'est terminé, Kabila part. Nous sommes allés à Genève en juin 2015.
2016. Nous savions que c'était terminé. Mais l'UDPS, à l'époque du président Tshisekedi, a été à Ibiza et à Venise, négocier avec le pouvoir. Est-ce qu'on peut dire que c'était une faute? Non. Moi, je considère que même ces négociations-là de l'UDPS, en secret, sans que personne ne sache, et au moment où ils passaient leur vie à nier sur les plateaux de télévision, mais moi, je considère que ces négociations étaient nécessaires, dans la mesure où l'UDPS et Étienne Tshisekedi étaient à la recherche d'un atterrissage en douceur, à la recherche de la paix pour éviter que ce pays ne brûle. Parce que le pays était vraiment au bord du gouffre. C'est comme maintenant. Hein? C'est comme maintenant, oui. C'est comme en 2016 aussi. Quand Kamere a été à l'Union africaine. Le pays était aussi au bord du gouffre. Merci. C'était nécessaire. C'était la même chose en 2017. En 2016 après, avec le dialogue de la Cinco. En 2017, c'était la même chose. C'était nécessaire. Mais vous pensez que tout le monde était d'accord qu'on a encore négocié avec le pouvoir? Non. Mais lorsque Kamere fait partie de ces gens qui, lorsqu'ils voient le besoin pour ce pays de rester dans une certaine forme d'unité, il se sacrifie en beaucoup de choses. Moi, je sais que c'est un monsieur, il n'est pas sain, mais j'aimerais qu'on cesse un peu, surtout, de le faire passer pour le démon qui ne l'est pas. D'accord, mais les démons, il y en a tout plein. Quelle chance on peut donner à l'opposition? Les élections, c'est vrai, nous avons analysé les conditions, tout ça, qu'il arrive, qu'on parvienne à organiser les élections. Quelle chance vous donnez à l'opposition? Est-ce que vous la voyez gagnante ou elle va perdre parce qu'elle va manquer mais les oppositions alors, si vous voulez. Quelle chance je donne aux oppositions? Parce que le seul moyen d'être assuré, machine à voter ou pas, que l'opposition battra quand même Chadari et tous les autres, je ne vais pas les juger, et tous les autres, ce serait la candidature unique de l'opposition. Chose difficile. Aujourd'hui, si on n'obtient pas la candidature unique, j'avais dit, il faut au moins limiter les candidatures des opposants. Parce que vous pouvez dire ce que vous voulez. Il y a le petit là, mon petit Seth Kikouni. Tout le monde se moque de lui. Mais ce petit-là, dans le coin de chez lui, là, à Kangape Mabele, là, ce petit-là, vous allez venir, on a Félix, on a Kamere, on ne va pas vous voter, on va voter le petit-là, 7. Je dis le petit, c'est vraiment pas pour le minimiser, hein, il est plus jeune que moi, mais disons le président 7, parce qu'il est quand même candidat président de la République. Donc, le président 7 sera voté dans son coin. Mais les voix qu'on donnera au président 7, c'est des voix que Kamere n'aura pas. C'est des voix que Tshisekedi Félix Tshilombo n'aura pas. Merci. C'est des voix que Mouzito... Ah non, Mouzito a été invalidé aussi. Mais je crois qu'il va revenir. Je crois que la Cour constitutionnelle va se ressaisir. Mais c'est des voix que Gizenga n'aura pas... Ah, Gizenga aussi a été invalidé. Non, lui, pas seulement l'invalidation, mais l'incapacité aussi. Il faut compléter les deux. On vient de parler du Premier ministre Badi Banga, l'ancien Premier ministre. C'est des voix que Badi Banga n'aura pas, Samy. N'aurait pas. Lui aussi a été invalidé. Mais finalement, Seigneur, finalement. Merci. Daniel, on était à la fin. Nous vous remercions alors pour avoir accepté de répondre à notre appel ce soir. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, le pays va mal. Il va Nous très mal. l'avions dit, mais ça continue. Il y a inconscience politique jusqu'ici. Non, mais le plus grave dans tout ça, excusez-moi de conclure par là, Monsieur Pascal, vous avez parlé ici des invalidations des candidats présidents de la République et même des candidats à la députation. Parmi eux, il y a beaucoup d'anciens députés qui ont été invalidés pour possession d'une nationalité étrangère. Ça veut dire que pendant toutes ces années, ce sont des Belges, des Français, des Afghans, des Coréens, des Chinois qui ont voté les lois. Mais que deviendront ces lois? Il n'y a pas de justicier, un dossier en urgence, il n'y a pas de procureur général. Des Tibétains. Lorsqu'il s'est agi de Moïse Katumbi, vous aviez vu comment il est monté au créneau, mais jusqu'ici, M. Numbi, qu'en est-il de ces cas? Peut-être très prochainement, nous aurons la suite, mais nous avions souhaité que vous les fassiez en urgence. Des Sierra Léonais ont voté des lois ici. Nous vous disons des Cubains. On se voit prochainement. C'est vrai que ça a pris du temps, hein, depuis qu'on était ensemble. Aujourd'hui, on a fait plus de 3 mois sans être ensemble sur plateau. Je crois que les Congolais, les téléspectateurs de l'Écopole qui vous ont suivi, ont pu apprécier vos points de vue. Au revoir et à la prochaine. C'est moi qui... Voilà, nous sommes à la fin. Vous aurez la rediffusion déjà demain à 8h30. N'oubliez pas la pensée d'Héraclite et d'Éphèse. Tout coule. Tout passe, rien ne demeure. Sami Badibang et Ngoï Moulonda. Voilà, ça va vous servir. Et je crois que vous saurez prodiguer des conseils aux autres. Prochainement, lorsque vous allez revenir à la scène politique, vous serez des exemplaires. Merci, à la prochaine.